Aucun prothésiste peut faire 300 couronnes dans la nuit tout seul, donc le prix descend. Bienvenue les amis, dans ce troisième opus, je vais vous montrer comment un secteur professionnel entier a historiquement tiré en avant la fabrication additive et le scan 3D bien avant le mouvement actuel des imprimantes 3D amateurs. Tout simplement parce qu'il y avait un besoin de l'argent et des inventeurs de génie. Ce secteur, c'est le dentaire, et notamment la prothèse dentaire. Pour en parler aujourd'hui, j'ai mis ma casquette d'intervieweur et je suis allé à la rencontre de Bertrand Busson de WeShape 3D. Bertrand, c'est un slasher, c'est-à-dire que, comme moi, il ne peut pas être mis dans une case professionnelle. Il est à la fois conseiller et monteur de projet impression 3D, slash vendeur de blocs type Lego géant, slash prothésiste dentaire, slash monteur de projets artistiques, etc. Si tous ces sujets vous intéressent, que ce soit la fabrication numérique, le fait d'être slasher ou les différentes manières de gagner de l'argent avec l'impression 3D, vous êtes au bon endroit. Et je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti des pépites à venir. Donc à 16 ans, j'ai commencé à travailler et j'ai fini par découvrir un métier qui est la prothèse dentaire, donc fabriquer des sourires pour les gens. Et en 1982-83, mon patron d'apprentissage me dit viens, j'ai des invitations avec le syndicat des prothésistes, on va aller voir une conférence sur les nouvelles technologies dans le secteur du dentaire. J'y vais et plusieurs trucs sur la céramique, le verre, etc. Et un dentiste qui fait des dents sans prothésiste. Donc, comment il fait le gars? Donc il s'appelle François Duret, il a inventé en 1973, donc plus de 10 ans avant l'impression 3D, une caméra 3D, donc un scanner 3D miniaturisé qui va dans la bouche pour prendre les empreintes. Pour clarifier les choses aussi pour les auditeurs, tu peux nous expliquer rapidement la différence entre le dentiste et le prothésiste? Alors généralement, on est tous les deux des professionnels de santé au sens juridique. Nous, on n'a pas le droit de toucher à la bouche du patient. Il n'y a que le dentiste qui intervient dans la bouche. Donc c'est lui qui prend les empreintes, on reçoit des empreintes, on les coule en plâtre, on fait la prothèse en cire. Généralement c'est cire perdue, fonderie coulée en or à l'origine, quand j'ai commencé. Et on renvoie la prothèse, donc une couronne par exemple, et le dentiste, il l'enlève du modèle, il la nettoie, il la décontamine, il la met dans la bouche du patient, il la scelle, il règle l'occlusion, il règle la fonctionnalité, et voilà. Donc en 1973, le docteur, qui avait aussi professeur François Duret, a inventé pendant sa thèse à Lyon la caméra intrabuccale, donc un scanner 3D on met dans la bouche. J'arrive à la conférence et je vois un dentiste rentrer un petit truc dans la bouche, bip 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 bip. On voit le moignon en 3D sur un écran, tout vert et tout, années 80. Et il dessine sa couronne, alors vraiment des pixels vraiment pas vraiment serrés, c'est vraiment c'est le début. Il envoie le fichier de machine-outil qui usine un bloc de métal et qui fait une couronne. Il a fini de la polir et il la met dans la bouche. Rupture entre un métier de dentiste et prothésiste, normalement. Si le dentiste peut faire ça, le métier de prothésiste dentaire, terminé. Donc je dis à mon patron d'apprentissage, je dis ouais, je viens de commencer, ça fait 1 an que je suis en apprentissage, et puis là les dentistes ils font des dents, donc je vais faire autre chose comme métier. Et ils m'ont dit non, c'est pour des enfants, ça n'existe pas. Ça. À une époque où personne n'y croyait. Impossible. À une époque où personne n'y croyait. D'arriver à ça. Je dis ok, donc le temps se passe, je finis mes études et tout ça. Et comme j'ai toujours été un peu un maker, un bricoleur, quand tu es prothésiste, tu as du plâtre, de la résine, du métal, de l'or. Donc la première chose que j'ai faite, c'est des bijoux. Et en 1989, j'ai un copain allemand qui m'a invité sur le plus gros salon dentaire qui est à Cologne, en Allemagne, sur son stand. Et j'ai amené mes petits bijoux et je faisais aussi des mâchoires par moulage pour les TP, c'est-à-dire les travaux pratiques. Donc ça c'était par moulage. Par contre on parle pas encore de 3D là. C'est-à-dire tu récupères une mâchoire humaine, un os. Que je moule en silicone et je coulais une résine et j'avais mis au point, je le fais toujours, une résine qui a la densité de l'os, la couleur de l'os, avec l'os à l'intérieur c'est de l'os mou, qui est friable. Donc double densité, je le fais encore par moulage et c'est pour faire les travaux pratiques en chirurgie, principalement. Et donc je vais sur ce salon, exposer mes petits bijoux, donc j'avais fait des bijoux connotation dentaire, et mes mâchoires et mes crânes. Petit succès intéressant, et mon voisin de stand était une boîte suisse qui fabriquait un système comme j'avais vu dans les années 80, sauf que là c'était pas une caméra dans la bouche, c'était un palpeur
le prothésiste, ce n'était pas dédié aux dentistes, c'était dédié aux prothésistes, c'est quand même nous qui fabriquons. Et c'était le premier système pour fabriquer des dents par CFAO. Palpage, on avait 2 petites manettes et on suivait comme ça avec une bille saphir, au rubis généralement, c'est une petite pointe rouge, au contact, et sur l'écran tu vois le moignon se dessiner. Une fois qu'il est tout dessiné, que tu n'as plus de trous, tu fais point de contact à droite, point de contact à gauche, et tu dessines une armature par exemple, qui va être céramisée après, en 3D, un logiciel. Donc tu importes une forme, tu bouges les points, tu appuies, tu enregistres. Le STL part dans une machine, tu as un bloc généralement de chrome cobalt, et puis de céramique, et ça usine. Après tu as ton élément. Donc ça tu peux le faire en disons 20-30 minutes, alors que normalement le matin tu arrives, tu coules tes empreintes, tu fais tes maquettes en cire, tu les mets en vêtements, tu attends 1 heure que ça refroidit, tu mets dans le four, tu coules ton métal, tu casses leurs vêtements, donc ça dure la journée. En gros, faire une couronne, tu peux peut-être en faire entre 5 et 20 dans la journée, ça dépend comment tu travailles. Voilà, voilà, alors que là tu peux scanner 50 modèles, envoyer 50 fichiers à la machine outil qui va tout usiner, et après tu as juste à défaire tes couronnes, les polir, et les remettre sur le modèle, contrôler et les emballer. Et là, le déclic dans la profession s'est fait sur 90-2000. La technologie a vraiment fait un bond. Et en 98, une grosse société qui s'appelle Procera, qui est rattachée à une boîte d'implants qui s'appelle Nobel Becker en Suède, a fait un système de CAO et FAO démétallisé, c'est-à-dire que la création est faite au laboratoire, les fichiers partaient en Suède, c'est une société suédoise, et la livraison des prothèses semi-finies arrivait au laboratoire. Et ça a déclenché la vraie, disons, CFAO dentaire des années 2000-2021, où là, tu achètes ta machine, ton logiciel, ton imprimante, ton usineuse, et tout ça, c'est compatible. Naturellement, il faut régler, il faut quand même s'y connaître, et le prothésiste n'a pas besoin de savoir faire de la CAO, parce que le logiciel est dédié au métier. C'est-à-dire qu'un gars, en une matinée, tu peux t'amuser à faire des bridges complets hyper compliqués en CAO, en FAO, pardon. C'est vraiment dédié à notre métier. D'ailleurs, c'est un des seuls métiers qui a un logiciel aussi pointu pour un métier artisanal au départ. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, donc l'implantologie, c'est quand on doit remplacer une dent complète. C'est-à-dire qu'en fait, on doit visser un insert en titane généralement dans la mâchoire, on attend que l'os se reconstitue et on a ensuite un filetage ou un dispositif qui sort de la mâchoire pour visser une fausse dent. Donc vous avez plusieurs procédés de titane effectivement, qui est le plus répandu, mais qui est métallique, qui est gris. Et vous avez la zircone, qui est une céramique, neutre chimiquement, neutre électriquement, blanche. Ça c'est un implant, un proto d'implant échelle 10. Donc filetage pour aller dans l'os, connexion antirotationnelle et filetage interne pour pouvoir visser la prothèse. Donc quelqu'un qui a une pathologie comme ça, on met 1, 2, 3, 4 ou 6 implants et après dessus on visse le bridge. Alors ce qu'on appelle un bridge, c'est quand c'est l'association de plusieurs dents. C'est un pont en fait entre plusieurs dents. On distingue la dent toute seule ou du bridge. Le bridge, alors il peut y avoir différentes façons de fixer un bridge. Ça peut être soit on a enlevé une dent et on se fixe sur les 2 dents autour, soit comme tu le dis, on se fixe soit sur des implants. Donc les prothésistes et le secteur dentaire a une avance technologie très importante dans le domaine. Il faut savoir que l'impression 3D a été inventée en France dans les années en 1984. Le logiciel 3D Euclid, l'ancêtre d'Assosystème que Katia aussi dans les années 70, c'était Matra à l'époque. Quand on voit ça, c'est que la France, c'est le pays de la 3D. Alors je peux citer d'autres trucs parce que mon agence utilise d'autres technologies 3D, forcément, fabrication des fichiers, soit d'un côté industriel avec des logiciels comme Katia et des logiciels artistiques comme ZBrush par exemple, pour faire des personnages de bande dessinée, de l'artistique, retoucher des sculptures, etc. Et puis les logiciels médicaux, et puis les logiciels dédiés à différents métiers comme le logiciel de CFAO dentaire. Dans le dentaire, on utilise sur les 7 procédés qui existent, 5 procédés. Donc le premier procédé qui a été inventé, c'est la stéréotographie, donc SLA. Donc ça c'est laser sur résine photosensible, voilà. C'est ça? Donc ça c'était inventé en 84. C'est des chimistes qui ont inventé, principalement l'américain c'est un chimiste. Les français ils étaient ingénieurs laser, un peu mécaniques et chimistes, ils étaient 3.
89, le FDM, pardon, Scotch Trump aux États-Unis, que tout le monde connaît, hein, le fil, l'extrusion, une matière, hein, qui est chimiste aussi, et sa femme est chimiste. Et pour la petite histoire, il avait un cadeau à faire à sa fille, c'est une grenouille. Il ne trouvait pas de grenouille, il est rentré à la maison, il a pris son pistolet à colle, il a bidouillé un truc. Je crois qu'il a coloré les cartouches de colle, il a refait une cartouche, et à la main comme ça, il a fait une grenouille. Donc en souple, hein. Et sa femme a dit tu devrais faire une machine. Toujours écouter sa femme. Et donc après le SLS, qui est d'après moi la technique la plus prometteuse d'ailleurs en industrie, c'est la technique qui est beaucoup utilisée, hein. Donc c'est laser et poudre. Donc c'est du fruitage laser en quelque sorte, fruitage laser d'une couche de poudre très fine. Voilà, par un laser. C'est une technologie intéressante puisqu'il n'y a pas de support. Et vous savez la pièce directement qui est entourée de sa propre poudre qui est réutilisable. Maintenant, d'ailleurs, il y a une technique à 100%. Avant, c'était 40, 30, 60. On ne pouvait pas réutiliser toute la poudre. On était obligé de mettre de la nouvelle. Donc, généralement, c'est du polyamide. Hein. Donc, super technique. Ces trois inventions et ces trois procédés, c'est avant le terme impression 3D. Il faut savoir qu'en 1984, ça s'appelait prototypage rapide. L'impression 3D est arrivée en 1993 au MIT aux États-Unis. Donc, 95, l'invention qu'on utilisait aussi, mais surtout en bijouterie, en joaillerie, c'est le jet de cire. Donc c'est l'impression de pièces en cire, mais c'est ultra précis parce que les couches font 6,07 de microns en Z. Ça a été utilisé dans le dentaire à une époque, dans les années 95-98, mais c'est très long et la précision, on n'a pas besoin d'autant de précision, nous. Parce qu'il faut quand même qu'entre la dent taillée et la couronne, il y a une tolérance pour mettre le ciment. Donc voilà. Et donc, par contre, en bijouterie joaillerie, c'est le système très important. Parce que ça permet d'avoir des états de surface nickel. Nickel, ouais. C'est-à-dire que tu vas directement en fonderie, tu sors, tu polis, quoi. En gros, alors que nous, on passe un caoutchouc, on passe plusieurs étapes de caoutchouc, la ponce, etc., quoi, différentes étapes de polissage. Eux, ils mettent directement au tonneau, généralement, dans des machines semi-automatisé, puis après le brillant est fait à la main. Donc mettre au tonneau, c'est mettre les objets dans un tonneau entre guillemets qui va tourner avec des éléments très légèrement abrasifs mélangés aux objets à polir, et donc tout ça tourne ensemble, voilà, dans un liquide pour pas que ça prenne de choc, et tout ça tourne. C'est utilisé pas mal en impression 3D industrielle et dans le dentaire aussi, dans l'industrie dentaire. La même année, le Fraunhofer en Allemagne, avec 4 ou 5 sociétés, invente la fusion laser métallique, donc en titane, chrome, cobalt, tous les matériaux qu'on connaît, même le laiton maintenant. Donc un laser qui soude des particules de métaux. Quasiment dès que c'est arrivé, je pense que les ingénieurs ont vu le marché du dentaire, parce que nous on fait des pièces unitaires tout le temps dans le même volume. Une couronne, c'est toujours aller 1 cm par 1 cm par 1 cm à peu près. Et puis le dentaire en 2003 a sorti des poudres aux normes. Les marques que j'ai citées d'impression 3D ont sorti les premières machines pour faire là donc un autre terme qui est arrivé plus tard, la fabrication additive. On fabrique des pièces directement dans la même matière et utiles. Directement de la machine, vous l'utilisez, vous la mettez dans la bouche du patient. Ça, c'est direct, utilisation finale. Et ça se fait maintenant? Depuis 2003. Voilà, ça se fait avec les normes. Il paraîtrait qu'en Allemagne, il y a des usines qui avaient déjà des dizaines de machines qui faisaient des couronnes toute la journée. Donc là, c'est de la fusion laser de poudre métallique pour faire des bridges, pour faire des couronnes, des bridges. Et des appareils aussi, des appareils, ça s'appelle des squelettés ou des stellites. Quand il te manque des dents dans la bouche, tu as une espèce de base très fine en chrome cobalt que tu mets, et puis on monte des dents en résine dessus pour boucher les dents qui manquent. Donc ça, dans certaines usines, c'est entièrement automatisé. Il y a un robot qui prend, il enlève, il y a juste un technicien qui enlève les supports, mais après, effectivement, c'est poli au tonneau, et il y a un technicien qui vérifie à la fin et qui fait le polissage brillant, disons. C'est des grosses usines parce que ça, c'est pas forcément du matériel qui est à la portée du prothésiste individuel. Ça dépend de la grosseur du labo. Il y a des prothésistes qui ont des machines de fusion laser qui, pour la rentabiliser, ont monté un département de sous-traitance. Tiens, je suis dans le 91, j'ai acheté une machine, il fait tous ses potes autour, hein, c'est déjà l'économie circulaire, on connaît déjà ça, nous. Hein. Et puis il dit, voilà les gars, j'ai acheté une machine, si vous voulez, je vous fais, je sais pas, à 12 € la couronne. Le mec il dit 12 €, c'est pas possible. Il envoie le fichier. Voilà. Lui, il faut qu'il remplisse son plateau, si son plateau il fait 20 à 20,
Tu mets tous les centimètres, 5 une couronne, tu vois combien ça fait. Voilà, 300 couronnes dans la nuit. Aucun prothésiste peut faire 300 couronnes dans la nuit tout seul, donc le prix il descend. C'est pour ça que ça fait un carton dans le dentaire. Et je pense que d'ailleurs c'est un secteur d'activité qui utilise le plus la fusion laser métallique en nombre de pièces fabriquées par jour. Ça c'est sûr et certain. Il y a un procédé dont tu n'as pas parlé, où actuellement on a des imprimantes résine où les couches sont flashées. C'est-à-dire que on a parlé de la stéréolithographie, mais la stéréolithographie, en tout cas celle que moi j'ai connue à l'époque, il y avait effectivement une cuve de résine liquide, mais le laser dessinait les couches. C'est-à-dire il passait à tous les endroits où la résine devait durcir. Actuellement, sur les imprimantes, les petites imprimantes à résine qu'on trouve dans le commerce, ça monte et après c'est en fait un écran qui va flasher en un coup chaque couche. Le DLP. Ouais, donc c'est un vidéoprojecteur. Et puis maintenant c'est carrément une image, donc c'est un écran LCD. Oui, c'est un écran LCD, tout à fait. Alors les deux, on utilise les deux en inventaire. Maintenant, les prothésistes, ils peuvent pour 250 € acheter une Mars, une Elegoo, quoi, une machine à résine. Voilà, donc il y a beaucoup de laboratoires qui m'appellent des fois, ils me disent qu'est-ce que je voudrais tester. Achète ça. Bon, le prothésiste, il dépense 250 €, 300 €. Il a une petite machine. Bon, le plateau, il fait 14 par 7, je crois. Il peut faire 2-3 modèles. S'il est tout seul, bah pour commencer, c'est pas mal. C'est passé dans les frais directement, il n'a pas d'amortissement, c'est royal. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Et naturellement, après, on prend vite l'habitude. Et donc ils vont s'en servir pour quoi les prothésistes? Il fait les modèles, principalement. Les porte-empreintes individuelles, pour prendre une empreinte précise, dans certains cas, surtout en implantologie, on est obligé de faire un porte-empreinte pour mettre dans la bouche, en haut ou en bas, à la morphologie du patient. Donc comme maintenant, il y a beaucoup de dentistes qui ont des caméras intrabuccales, ils passent vite fait la caméra intrabuccale, tu reçois le modèle et là ils te demandent, parce qu'ils vont mettre des implants et tout, il faut que ce soit dévissable les pièces qui tiennent pour le rapport entre, quand tu coules ton empreinte, tu remets un implant factice, en empreinte avec une vis et tout. Donc ça c'est assez précis, il faut que ça reste précis, donc ils font des porte-empreintes individuelles avec ces machines-là. Mais comme ça on n'en fait pas non plus tous les jours. Si tu en as un par jour, tu dessines sur ton logiciel qui est fait pour, tu te dis, voilà, je vais faire un porte-empreinte, automatiquement tu le fais, tu mets tes trucs, tu appuies, tu exportes, tu imprimes. Tu fais autre chose pendant que la machine elle marche. Et donc, tu gagnes du temps. Donc ça, le prothésiste, au départ, comme on est artisan, on a du mal à changer. Notre patron d'apprentissage, on a appris à faire comme ça depuis des années, puis d'un coup, tu arrives avec une machine électronique, avec un ordinateur, un scan. Des fois, c'est compliqué. Là, tu peux commencer à moindre coût. Il y a des pièces super précises en résine, qui ne sont pas forcément fonctionnelles. Et puis tu as des pièces qu'on connaît bien en FDM qui peuvent être très résistantes en ABS chargé. PLA, il faut savoir que certains PLA ont la norme, mais naturellement, comme c'est un matériau naturel, c'est des millions de maïs généralement, et du plastique, ça va dans la bouche. Naturellement, il faut toujours décontaminer. Nettoyez, bien sûr, ne faites pas n'importe quoi, vous mettez n'importe quoi dans la bouche. Si vous êtes encore là, c'est que cette vidéo vous a intéressé, eh bien, les vidéos à venir vont être sympas aussi. Je vais avoir une vidéo sur le Bitcoin, je vais avoir une vidéo sur une imprimante 3D XXXL dont j'ai eu l'idée et qu'un copain a réalisé. J'ai évidemment déjà interviewé encore d'autres personnes sur leur façon de gagner de l'argent avec l'impression 3D. Il faut que je monte tout ça, que je vous le propose. Pour ne rien rater, prenez garde à vous abonner, à activer les notifications, mettez un petit pouce pour dire à YouTube que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt.